Mais je vous le disais, on va commencer tout de suite avec cette pénurie peut-être annoncée parmi les généralistes, en tout cas dans le paysage médical en Belgique. Avec vous, messieurs, bonsoir et merci d'être là. Alors c'est vrai que les chiffres qui s'annoncent sont plutôt inquiétants. Si on prend les chiffres qui ont été publiés par le journal Le Soir et qui sont des chiffres qui viennent de la commission de planification entre 2012 et 2037, donc plus ou moins en un peu plus de 20 ans, eh bien, ce sont 48% des généralistes qui vont disparaître. On va passer de 4 497 équivalents temps plein à 2826 équivalents temps plein, soit de 9 à 5 médecins pour 10 000 habitants. Alors Alain de Wever, vous allez peut-être nous expliquer ces chiffres. Vous êtes membre d'ailleurs de cette commission de planification. D'abord, un mot, c'est quoi cette commission de planification? Dans quel contexte est-ce qu'elle avait été mise en place? C'est une commission qui a été mise en place en 1995 par le ministre Dehaene sur la pression des mutualités et des syndicats de médecins qui ont voulu réduire le nombre de médecins. Alors pour des motivations différentes, mais pour une fois, ils étaient d'accord entre eux. Et donc les mutualités estimaient qu'au plus on augmentait l'offre, au plus la demande allait augmenter, et donc les dépenses de l'assurance maladie. Et les syndicats de médecins voulaient, à mon avis, préserver une part de gâteau suffisante pour chacun des médecins. Et donc, sous cette pression-là, M. Dehaene a créé la commission de planification, dont le rôle est de donner des avis au ministre des Affaires sociales pour établir un quota de médecins qui peuvent avoir un numéro INAMI. Il faut être très clair, il s'agit de médecins qui ont donc la possibilité de pratiquer dans le cadre de l'assurance maladie. Alors, cette commission a travaillé et elle a affiné ces données au cours du temps. Et elle a tenu compte d'un certain nombre de phénomènes qui sont le vieillissement de la population, qui sont la féminisation de la profession, qui sont le fait que les médecins travaillent sans doute un peu moins que ce ne travaillaient les prédécesseurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont envie d'une vie tout à fait normale, ce qu'ils n'avaient pas. Et donc, c'est comme ça que vous êtes arrivé alors à ces chiffres voilà, c'est comme ça qu'on est arrivé à ces chiffres et je dois dire qui ont été affinés pendant de nombreuses années. Oui, donc ce que vous voulez dire par là, c'est que ce sont des chiffres qui, selon vous, en tout cas, sont fiables. Tout à fait. Et que donc, on s'achemine vers une pénurie, en tout cas de médecins généralistes. Absolument. On va dans le mur, en un mot, à mon avis, on va dans le mur. Je pense que c'est une erreur d'avoir fait une planification comme celle-là. Personnellement, j'ai toujours été contre le numerus clausus, mais comme mon université m'a demandé de la représenter au niveau de cette commission, j'ai bien dû accepter le vote démocratique qui a créé cette commission, puisque c'est le Parlement qui l'a créée sous la forme d'un arrêté royal, donc il faut le savoir. Mais donc, selon vous, alors, les chiffres vont à l'encontre de l'idée de ce numerus clausus ou de ce contingentement des Ces chiffres vont à l'encontre du contingentement parce que je crois qu'ils vont créer une pénurie. Et donc, je pense que continuer à utiliser le numerus clausus dans notre pays pour réduire le nombre de médecins me paraît une erreur. Michael Barnier, vous êtes membre de l'APSIM, vous êtes un médecin généraliste, vous les contestez ces chiffres? Je ne conteste pas les chiffres en tant que tels, je ne suis pas toujours d'accord avec le professeur de Wever sur l'analyse de la pénurie qui existe actuellement. Il faut quand même retenir que la Belgique est un des pays européens où il y a le plus de médecins par habitant, qu'actuellement on ne sait pas très bien ce que représente un équivalent temps plein médecin. On ne s'est pas mis d'accord sur ce qu'était un équivalent temps plein d'un médecin. Et donc, je ne conteste pas les chiffres en eux-mêmes. Les chiffres, c'est des mathématiques et les mathématiques sont là. Mais vous contestez la pénurie? Je pense qu'il n'y a pas la pénurie que l'on nous annonce, en tout cas pas à court terme. C'est parfois plus un problème d'adéquation entre les médecins formés, leur lieu d'installation et les endroits où ils seraient les plus efficaces. Oui, Michel de Vaudor, votre avis à vous, parce que donc vous dites, vous ne contestez pas les chiffres, mais vous contestez la pénurie. Pourtant, les chiffres tels qu'on les a reçus, tels qu'on les lit, sont inquiétants et semblent montrer qu'il y aura pénurie d'ici 20 ans.
Oui, mais de nouveau, je partage un petit peu effectivement les idées de mon confrère de Bernie ici à côté de moi. Je pense que le terme d'équivalent temps plein, c'est de savoir au fond la force de travail que vont représenter les médecins, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça va devenir. Alors ça c'est un des phénomènes. Deuxième phénomène quand même aussi, ce n'est pas parce qu'on va lâcher 100 000 numéros INAMI supplémentaires qu'on va résoudre les pénuries qui s'annoncent dans certains quartiers ou certaines ruralités du pays également. Donc c'est très bien d'aller mettre plus de médecins, mais si tout le monde s'accumule au même quartier, aux mêmes endroits, ça ne va pas arranger certains autres. Donc pour vous, il faut maintenir le numerus clausus tel qu'il existe aujourd'hui ? Non, il faut certainement, je pense, travailler sur une planification intelligente. Différente. Oui, tout à fait. Ça, on y reviendra. Peut-être justement, Michael Barnier, vous, par rapport au numerus clausus. Mais de même, par rapport à mon confrère, et je suis d'accord, mettre 100 000, 10 000 numéros en plus ne permettra pas non plus de les former. Il faut qu'on puisse former nos étudiants en médecine, nos futurs médecins, de manière correcte. Il faut qu'il y ait les structures pour le faire, il faut qu'il y ait les places de stage pour pouvoir les former. On a un système de santé en Belgique qui est extrêmement performant, d'un très haut niveau, qui est reconnu mondialement, et ce système doit le rester. Si on forme à bas coût, entre guillemets, qu'on forme trop, ils seront mal formés. Ils ne seront pas nécessairement d'aussi bons praticiens qu'ils le sont actuellement. Alors, peut-être dernière précision avant de donner la parole justement à l'étudiant de ce plateau. On a tous fait l'expérience, à un moment donné, ou en tout cas beaucoup d'entre nous, de devoir attendre, de se faire entendre, de se voir répondre qu'on doit attendre 2 mois, voire plus, parfois pour avoir rendez-vous chez un spécialiste, ou encore d'avoir du mal à trouver un médecin généraliste qui répond que sa patientèle est complète. Oui, je peux comprendre et j'entends très bien ce genre de réaction, effectivement. Maintenant, je crois que c'est à la profession de s'organiser ou se réorganiser. Je pense que c'est ce qu'elle est en train de faire à travers les différentes pratiques qui se mettent en place, à se réorganiser entre médecins, à se réorganiser avec d'autres prestataires de soins pour se partager. Il y a du travail et il y a des choses à faire. Alors, effectivement, on doit pouvoir répondre à cela. Mais répondre à cela, de nouveau, ce n'est pas en mettant un médecin n'importe où, n'importe comment. Je crois qu'il faut bien réfléchir à ce qu'on fait. Alors, Quentin Lamenin, vous êtes coprésident du comité interuniversitaire des étudiants en médecine et bon, vous êtes confronté évidemment au premier chef et vous êtes en plein dedans, vous êtes d'ailleurs en stage pour l'instant. Alors, vous aussi, c'est une de vos craintes, cette pénurie annoncée ? Eh bien, je pense qu'il y a déjà une chose à souligner, c'est que on échange beaucoup entre étudiants via les réseaux sociaux, etc. Et la première constatation qu'on a pu faire en mettant les 2 pieds sur le terrain, c'est que, et ça c'est vraiment avéré au niveau de la médecine générale, il y a un problème de surcharge de travail. On est quasiment tous tombés avec des généralistes qui avaient plus de 50 ans et qui n'avaient personne, et même dans des communes qui étaient très loin de la pénurie, qui n'avaient personne dans les 10 prochaines années pour reprendre leurs patients, et qui voyaient bien que le turnover ne se faisait pas. À côté de ça, bien sûr, tout se discute. Il y a aussi un souci de charge de travail administrative, par exemple, qui pose problème, etc., sur les médecins. Donc, bien sûr qu'il faut revoir un petit peu la façon dont la médecine fonctionne chez nous. Mais clairement, on a une étape limitante à la fin du parcours qui doit être revue en l'état. Elle pose problème. Elle empêche des étudiants qui répondent à un besoin, parce qu'il faut savoir que quand mes collègues et moi nous sommes inscrits en médecine, c'était aussi bien que ce soit une passion, dans cette optique de, écoutez, inscrivez-vous en médecine parce qu'on a besoin de médecins, regardez la pyramide des âges, bien sûr, on était au courant. Et donc on a une étape limitante qui est là depuis 1997, qui existe dans d'autres pays, qui est une source de problèmes aussi dans d'autres pays, ça il faut le rappeler. En Europe, on a une sélection dans plein de pays qui est à l'origine maintenant d'une pénurie. On a des vagues migratoires de médecins qui vont où l'offre paraît la plus intéressante aussi. C'est quelque chose de multifactoriel, mais clairement, ne limitons pas trop les étudiants pour le moment, formons-les et assurons, en plus de revoir comment fonctionne la médecine, assurons-les de pouvoir boucher les trous. Alors, donc revoir les quotas INAMI ? Il faut revoir les quotas INAMI avec un modèle dynamique. Et avant tout, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut comme soins de santé, comment on conçoit les soins de santé en Belgique.
Peut-être qu'au nord et au sud, on n'a peut-être pas la même conception aussi des soins de santé. Ça, c'est intéressant de plancher là-dessus avant toute chose. Et c'est vrai que d'ailleurs, les chiffres en Flandre sont assez différents de ce qui s'annonce du côté francophone du pays. Alain de Wever, quand on parle de réorganiser, d'organiser différemment le paysage médical chez nous, quand on entend Michel de Volder proposer une planification alternative, comment, au-delà de la question des quotas INAMI, sur quels paramètres encore peut-on travailler pour éviter d'aller dans le mur, comme vous le disiez tout à l'heure? Je crois qu'il faut revoir les soins de santé dans notre pays et voir quels sont les gens qui doivent participer à ces soins de santé. Comme l'a dit mon confrère, un certain nombre de tâches qui actuellement sont des tâches faites par les médecins, que ce soit des médecins spécialistes ou des médecins généralistes, devraient peut-être pouvoir être réalisés par des paramédicaux. Des actes médicaux? Des actes qui sont, par exemple, en ophtalmologie, un certain nombre d'actes qui pourraient être faits par des personnel infirmier, paramédicaux qui sont spécialisés dans ce domaine-là. Et un certain nombre, je pense que les généralistes devraient avoir une aide plus importante en ce qui concerne, par exemple, l'anamnèse, etc., des malades, etc. Bon, mais ça, disons que c'est une réorganisation qui doit être faite. Il n'empêche qu'il faut savoir que le numerus clausus a toujours été, au départ, calculé sur le nombre de médecins par habitant. Il faut savoir qu'un médecin n'est pas un autre et que donc on parle d'équivalent temps plein. Et j'ai pu démontrer que, par exemple, 42% des généralistes ne travaillent pas plein temps et font autre chose. Ils donnent des cours, ils travaillent pour des mutualités, ils travaillent pour l'industrie pharmaceutique, ils ont d'autres activités. Et donc, ce que vous voulez dire, c'est que ça bloque... C'est la force de travail, comme le disait mon confrère. Et c'est cela qu'il faut étudier. Heureusement, dans les nouveaux chiffres que la Commission a montrés maintenant, dans ces nouveaux chiffres, on a tenu assez bien compte de cela. J'ai dû insister pendant 10 ans pour que cette Commission tiennent compte non plus du nombre de médecins par 1000 habitants, mais de la force de travail réelle. Mais donc vous avez la réponse alors aux critiques que vous émettiez tout à l'heure par rapport aux chiffres, de la commission de planification. Peut-être une dernière chose que je voulais vous demander par rapport aux quotas et au contingentement. Est-ce qu'on n'est pas arrivé à une situation complètement absurde où aujourd'hui des services qui manquent de personnel médical formés chez nous et qui sortent de nos écoles font appel à des médecins étrangers, ce qui est le cas dans la plupart de nos services médicaux? Alors, pas dans la plupart. Dans un certain nombre, pardon. Dans un certain nombre. Parce que quand on reprend les chiffres de la commission, et le professeur de Wever les connaît mieux que moi, ça reste quand même très marginal. Mais en tout cas, par exemple, Quentin Lamelin... Ça augmente, mais ça reste Quentin Lamelin, vous me disiez que vous y étiez confronté vous-même dans le service où vous effectuez un stage. Bien sûr, mais ça souligne un besoin. On a une charge de travail qui est colossale et qui devient de plus en plus colossale. Ce qui souligne le besoin, ce qui était le sens de ma question. Et donc on fait venir des gens de l'étranger parce qu'on a besoin. À côté de ça, on va limiter nos étudiants. Bon, ça n'a un peu aucun sens. Voilà, c'est intéressant de le souligner. Là, je me permettrai simplement de poser une question qui ne dépend absolument pas de la vision syndicale. C'est alors pourquoi les universités limitent-elles les places de stage? Les places de stage sont limitées parce que les universités les limitent. Ça ne vient pas du monde syndical. Alain de Wever fait non de la tête. Les places de stage sont essentiellement limitées pour une question de moyens. C'est extrêmement clair. Les institutions hospitalières qui engagent des candidats spécialistes sont limitées par les moyens qu'ils ont de pouvoir engager ces candidats spécialistes. Et je voudrais quand même rappeler qu'avant le numerus clausus, la réalité du nombre de médecins et du nombre de spécialistes dans ce pays dépendait essentiellement de la réussite des examens aux universités. Et c'est ce qui nous est arrivé, n'est-ce pas, mon cher confrère? Et donc, nous réussissions nos examens, c'était une sélection naturelle, et le nombre de spécialistes dépendait de la demande des hôpitaux et des consultations ambulatoires, de façon à répondre à la demande à ce moment-là. Et donc, je pense que cette régulation, qui était tout à fait correcte à mon sens, je ne vois vraiment pas pourquoi on l'a changé. Il n'y avait pas de raison de faire cela, si ce n'est les deux raisons dont je vous ai dit, venant des mutuelles et venant des syndicats médicaux.
Alors par rapport à l'organisation, ou en tout cas plutôt à l'avenir, comme on disait, hein, du paysage médical, et j'insiste sur le terme de paysage, puisque M. De Volder vous expliquait qu'il fallait revoir peut-être l'organisation et la répartition des spécialistes en fonction des zones qui seraient plus en pénurie que d'autres. Concrètement, comment ça se passe ? Ça veut dire qu'on impose à certains médecins de s'installer dans certaines zones ? Non. D'abord, concrètement, actuellement, ce n'est pas le cas. Ensuite, je pense qu'il faut réfléchir au problème, effectivement. On peut très bien imaginer, tiens, ben voilà, dans cette région, dans cette ville ou dans cet hôpital, on doit ouvrir un poste supplémentaire de radiologue parce qu'il nous en manque un au prorata de la population, du nombre d'examens qu'il y a, du délai d'examen. Et donc, ça doit être effectivement une planification très active, réactive. Ouais, et ça, ce sont des paramètres que vous utilisez également dans l'élaboration de vos chiffres. Absolument. Et donc, la demande des institutions hospitalières, eh bien, elle dans la réalité, elle se fait comme cela. Alors, je crois que c'est important de dire qu'il y a quand même des incitants maintenant de l'assurance maladie pour que des médecins aillent travailler dans des régions qui sont défavorisées. Et ça fonctionne ? Pas très bien. Parce il faut bien le reconnaître, pas très bien, mais ça commence tout doucement à fonctionner. Entre autres parce que c'est mal connu par les jeunes médecins. C'est le système Impulseo qui a été décliné donc à l'installation, qui est une somme d'argent qui est débloquée par le pouvoir politique pour l'installation des jeunes médecins dans des régions en pénurie. Et il y a également une deuxième vague qui est l'Impulseo 2 ou 2 bis pour l'aide administrative, pour décharger le médecin des tâches administratives. Ce sont des aides qui ont été mises en place, mais qui demandent énormément en parallèle, et je termine, énormément quand même d'administratifs pour pouvoir être reçus. Voilà, on arrive au terme de ce débat. Je suis désolée, vous avez le droit encore chacun à 30 secondes pour réagir. Alain De Wever, allez-y. Je voudrais dire un mot sur ce que vient de dire mon confrère. Rapidement. Je crois qu'il est important de diminuer la charge administrative des médecins. C'est fondamental. Il faut absolument que les mutualités se mettent d'accord avec les médecins pour réduire cette charge administrative. Nous avons aujourd'hui des moyens modernes de télécommunication. Il faut arrêter cet amoncellement de charges administratives qui prend beaucoup trop de temps aux médecins. Ouais, Michel De Volder, vous vouliez encore dire un mot de conclusion hyper rapide ? Non, c'est inciter les médecins qui sont jeunes, qui vont s'installer, à se réorganiser, à penser à travailler autrement que ce qu'ils ont vu. Eh ben justement, il y en a un futur devant vous. Ça, c'est effectivement quelque chose sur lequel vous réfléchissez aussi. Il faut aussi travailler là-dessus. Et on a les moyens, alors qu'on se donne les moyens d'avoir et de conserver des soins de santé de qualité et accessibles à tous. Et donc ça passe aussi par des médecins qui réorganisent leur manière de travailler, qui réfléchissent à d'autres zones où aller s'installer, éventuellement en fonction des zones de pénurie. Tout à fait. Merci à tous les quatre.